fille unique de Jean de Poitiers, vicomte d'Estoiles, et de Jeanne de Batarnais, intime du pouvoir royal, elle naît le 9 janvier 1500, probablement dans le Dauphiné. Aucun lien avec le Poitou. Orpheline à 6 ans, elle est confiée à une fille de Louis XI, Anne de Beaujeu, qui la marie à 15 ans à Louis de Brézé, qui a 40 ans de plus qu'elle. Le couple est proche de François Ier et à la mort de son mari, c'est tout naturellement que Diane s'installe à la cour où elle devient la dame d'honneur de la reine Éléonore. Avance rapide de quelques années et la voilà dans la couche d'Henri, le fils cadet du souverain. Elle a 20 ans de plus que lui et le fait qu'il soit marié à Catherine de Médicis ne constitue pas davantage un obstacle pour les amants. Leur liaison est torride et s'épanouit sous les yeux de l'épouse qui n'a d'autre choix que de la subir. Et même lorsque Catherine devient reine, la véritable souveraine, c'est Diane. Diane et encore Diane. Diane toujours belle à 48 ans. Bienvenue sous les jupons incandescents de Diane Chasseresse, bénie des dieux de l'Olympe et qui reste à jamais la première au panthéon des plus belles favorites de la monarchie française. Alors, dès son mariage avec Louis de Brézé, on va résumer l'union comme celui de la Belle et de la Bête, parce que lui, il est laid, il est bossu, elle est comment? Elle est objectivement magnifique. Elle est vraiment très bien faite. Alors là, pour le coup, je parle en connaissance de cause, puisque c'est d'après l'examen même de son squelette qu'on peut dire ça. Par exemple, sa taille. On sait, à partir du seul os intact qu'il y avait sur son corps, son numérus droit, qu'elle mesurait 1,56 m. Donc c'est vraiment une donnée objective. Petit. C'est une taille tout à fait normale pour l'époque. Pour l'époque, c'est bien. Elle était athlétique, elle faisait pas mal d'activités sportives, mais surtout, vraiment, elle était bien faite de sa personne. Un joli buste, une jolie poitrine en pratique, des bras suffisamment en chair, et puis surtout un visage très équilibré. Un visage, non pas de Madone, mais de divinité antique. Et d'ailleurs, toute sa vie, il s'est associé à la Diane Chasseresse, en effet. On la voit partout, sculptée en Diane Chasseresse. Je crois que c'est la femme de l'histoire dont on connaît le mieux l'anatomie intime. Ça, il n'y a pas de doute, on la voit partout. On l'a vu nue. partout. Lui, alors... Alors, c'est vrai, elle a débris. 15 ans, elle épouse un vieillard, parce qu'il a 50 ans. En 1515, on est un vieillard à 50 ans. En fait, on pensait à l'époque, et c'est vraiment justement cette conjonction entre la médecine, l'alchimie et la magie. On pense que l'or, qui est ce métal inaltérable, celui de nos alliances, de nos bijoux, eh bien, va passer dans le corps de celui qui le boit. Et le corps lui-même va devenir inaltérable. Souvenez-vous quand même qu'elle est d'un âge respectable, mais elle veut rester éternellement jeune. C'est un élixir de jouvence, de jeunesse. Alors normalement, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle de l'esprit d'or. Eh bien, on plonge un objet riche en or dans de l'eau et on le ressort. Ça marche pas. On considère que c'est l'esprit de l'or qui, du coup, est allé dans l'eau et hop, on le boit. Théoriquement, c'est censé passer. Ou alors, on met un outil en or qu'on laisse quelques heures ou quelques minutes. C'est juste de la poudre de perlimpinpin, c'est de l'alchimie. Mais le problème de Diane de Poitiers, c'est qu'elle est allée voir un homme qui est sérieux, qui n'est pas un escroc, qui lui a fait une vraie décoction chimique d'or. C'est-à-dire qu'elle a bu ceci, c'est-à-dire un liquide avec de l'or, un tout petit peu d'alcool pour stabiliser, et c'est ça qu'elle buvait. Eh bien là, comptez pas sur moi, hein, tous les matins pour rester éternellement jeune. C'est donc le fils de François Ier, il s'appelle Henri, le petit Henri, et donc il est à la cour. François Ier lui dit à Diane, venez, j'ai un service à vous demander. Vous êtes la préceptrice de François, l'aîné, et du petit Henri, le cadet. Bien, à tel point même que quand, après la bataille de Pavie, François Ier est libéré, mais ses deux enfants sont partis en Espagne, sont pris en otage, eh bien elle embrasse le petit Henri, Diane embrasse le petit Henri qui a 7 ans, qui traverse la Bidassoa, c'est le premier baiser d'une longue histoire, parce qu'elle est sous le charme du jeune Henri, mais elle est encore mariée à ce moment-là, elle n'est pas veuve, Ah oui, elle est avec elle Brézé. n'est pas veuve, et elle n'a jamais trompé son mari de son vivant. Il est richissime, Brézé, avant de mourir. Hein. Il lui laisse des biens considérables, des rentes absolument. Parce que n'oublions pas tout de même que Brézé est un petit-fils de Charles VII et d'Agnès Sorel. Il est couvert de biens qu'il laisse donc à sa veuve. Ouais. Et elle, c'est une femme d'affaires phénoménale. Elle serait le patron des patrons aujourd'hui, Diane. Elle gère ses affaires, elle passe 3 ou 4 heures par jour à gérer sa comptabilité, à voir ce que rapportent ses vignes dans le Pays de Loire, etc. etc. C'est phénoménal. Michel de Decker, Henri II, donc, se marie
Il n'est pas encore Henri II, mais il se marie. Voilà, oui, c'est vrai, puisque c'est toujours son père, François Ier, qui est le roi de France. Il descend jusqu'à Marseille, épouser Catherine de Médicis. Catherine de Médicis. On crée d'ailleurs la grande avenue marseillaise pour accueillir Catherine, c'est Ouais. la Canebière. Voilà, ah oui, ah bah voilà, bah ça, je ne savais pas, je l'apprends. C'est là où on cultivait le cannabis, d'où le nom de Canebière. Sans blague. évidemment. Mais oui, bien Bah entendu. dis donc, dis donc, je comprends plus de trucs maintenant. Alors, elles se connaissent toutes les deux? Oui, naturellement. Diane. Bien entendu, Diane et Catherine vont se connaître très rapidement et Catherine va se révéler assez rapidement aussi jalouse. Jalouse. Alors, est-ce qu'elle est d'accord, Diane, pour ce mariage-là? Diane ne conteste rien du tout, elle ne critique pas. Elle sait que de toute manière, François Ier a décidé que c'était la femme de son fils, que Catherine Médicis serait la femme de son fils. Un point, c'est tout. Et elle obtempère. Et ça ne l'empêche pas d'aller, par exemple, au château d'Écouen, chez son ami Montmorency, et c'est là où elle roule dans les bras d'Henri II, du futur Henri II. Alors, donc, bon, alors là-dessus, ça va se gâter entre Catherine de Médicis et Diane, quand même. Elle va commencer à trop. passer en mode guerre, non? C'est précisément pour ça, elle se dit, mais si je fais renvoyer Diane et que je lui interdis l'accès à la cour, Henri est capable de prendre une jeune maîtresse, plus jeune que moi et beaucoup plus sémillante que moi, donc vaut mieux garder la vieille. Et en effet, ils se mettent d'accord, c'est un accord tacite. Alors, Diane était une femme cultivée. Elle aimait les arts et les lettres. Oui, elle a fait travailler, grâce à Henri d'ailleurs, dans ce vieux château dont elle avait hérité de son mari, c'était une vieille forteresse, qui est devenu le plus beau château qui soit, avec l'architecte Philibert Delorme qu'elle a embauché. Elle a embauché des sculpteurs, des peintres, les Benvenuto Cellini, etc. Et les hommes de lettres, Et Henri payait. Et Henri payait, c'est lui qui payait, évidemment. oui, Henri payait, parce que je me disais, c'est qui lui? Oui. Henri, virgule, payait. Oui. Oui, il payait. Et à part prier et se consacrer aux arts, elle fait quoi de ses journées? Parce qu'on se distrait quand même, on danse, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'équitation, on fait de la marche, on se baigne. On chasse. On chasse, exactement. On chasse à court. On chasse le gibier juste à côté d'elle, dans son immense propriété avec tous les bois alentours. Oui, il y a la forêt de Dreux qui est gigantesque. On pouvait chasser en effet le cerf, Le sanglier. le sanglier. Et elle est là, elle galope. Ah et- oui, non, mais comme un homme. C'était comme un toutes homme. des écuyères extraordinaires. Catherine de Médicis aussi sont des femmes qui passaient leur vie à cheval. Elles aiment. Alors, Michel, Alors, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et là, un et arrive tournoi. un tournoi organisé par le roi, et le roi aimait beaucoup s'amuser à rompre une lance, à briser une lance, comme il disait. Et là, alors que Nostradamus avait prédit dans ses centuries que le roi mourrait à l'occasion d'un tournoi, bon, et Catherine est intelligente et Elle lui fait rendre les bijoux. quand Elle les même. fait il rend les bijoux, Elle est pas bête. les bijoux de la couronne, et Chenonceau. Et Chenonceau. Le château de Chenonceau qui avait été offert par Henri. Catherine lui dit, bon, dis donc, je récupère Chenonceau. Mais elle lui file mais Chaumont. très gentiment, elle lui dit, bon, allez, je suis pas méchante, je vais vous donner Chaumont. Il est mieux. Et elle est ravie, Diane, parce que Chaumont n'est peut-être pas aussi beau que Chenonceau, mais il est de meilleur rapport au niveau des vignes. Et comme c'est toujours la femme d'affaires que l'on connaît, Et puis, il y a moins de moustiques. C'est beaucoup oui, mieux oh là pour la là, et santé. ça, Il y c'est a beaucoup moins de important, ça. moustiques. Moins Il de ne moustiques. faut pas oublier qu'il y a le palu à l'époque. Il y a les fièvres des marais. Donc, il y a des châteaux qui sont salubres et d'autres qui sont beaucoup moins insalubres. Ah mais oui. Et alors donc, on enterre Henri, et donc sans Diane. sans dire Est-ce qu'elle absolument. pleure dans son coin ou est-ce que son fils... Sans doute, elle doit quand même être assez meurtrie. Bon, on n'était pas même. là pour... Mais oui, parce que c'est une énorme histoire d'amour, tout de même, que l'histoire Quand même, d'Henri et là, de Diane. on peut s'autoriser à penser Ah ça. oui, oui, absolument. D'accord. Et là, Et le alors, corps est- vous en tirez comme conclusion qu'elle meurt en bonne santé. Elle meurt en bonne santé, mais intoxiquée surtout à l'or. Le dosage d'or fait par un de mes collègues, Joël Poupon, sur tous les ossements et aussi sur le fluide de décomposition solidifié et aussi dans une mèche de cheveux récupérée au moment de la profanation et conservée au château l'a d'Annette, vu, la mèche de évidemment. cheveux. Eh bien, rikiki, mais hyper intéressante pour nous. Ah bah oui. Non seulement nous a permis d'authentifier le L'ADN. squelette, et en plus de confirmer la cause de mort, du moins l'état sous-jacent. Elle était complètement intoxiquée à l'or. C'est pas forcément ça qui l'a tuée, mais c'est ça qui l'a fragilisée. Et Finalement, elle va attraper une maladie quand même. oui, elle va mourir assez rapidement, en 5-6 jours, Ouais. vraisemblablement une pneumonie. Mais vous savez, l'or l'a rendue insuffisante, Ah oui. rénale, Fragile, oui. Voilà. hépatique, le foie ne fonctionne plus. Elle est anémiée, elle est ostéoporotique, sa fracture de jambe vraisemblablement facilitée par ce mauvais état sous-jacent. Elle meurt vraiment pas en bonne santé. Vous avez dit en D'accord. bonne santé, moi je dirais pas ça. Elle meurt épuisée par cet or qui l'a empoisonnée à petit Mais feu. encore très belle.
Mais encore très belle, encore très belle. d'Ibrantôme. Dit Brantôme, Absolument. qu'il a soupçonné de boire de l'or, d'ailleurs. Elle rédige un testament, ça va à qui? Donc c'est bien son argent? Elle est d'une énorme générosité. Elle fait savoir que les pauvres du village pourront se chausser gratuitement grâce à elle, etc. Enfin, elle est pointilleuse, elle est méticuleuse oui. sur tout un tas de petites choses comme ça. Et alors, on va finir ça avec une phrase absolument magnifique, qui est la phrase de Catherine de Médicis, la rivale, qui, apprenant sa mort, va dire « Elle a enfin vieilli ». Son destin commence lorsque son père la marie à 15 ans au grand sénéchal de Normandie, un des hommes les plus puissants du royaume, mais qui a 40 ans de plus qu'elle. Ce Louis de Brézé est richissime, mais il est très vieux. Il a quasiment 55 ans quand elle en a 15. Il marche de guingois, il est plein de rhumatisme et il n'a plus une seule dent. On imagine la nuit de noces. C'est assez stupéfiant, c'est La Belle et la Bête. Après 16 ans de mariage, Louis de Brézé s'éteint, laissant Diane veuve avec 2 enfants. Elle sera très triste, car il est vrai, aucun témoin du temps ne peut nous dire qu'elle a été une femme infidèle. Elle a été une épouse vraiment très en admiration devant son mari, si bien qu'elle va lui offrir à la cathédrale de Rouen le plus beau tombeau Renaissance qui soit au monde. À la cour de François Ier, Diane est une dame d'honneur très respectée. On lui confie même l'éducation des enfants du souverain qui ont perdu leur mère très tôt. Elle va élever les 3 fils du roi, le dauphin François et ses frères Henri et Charles. Or, très vite, Diane manifeste une préférence pour le petit Henri. Mais dites-vous bien qu'ils ont 19 ans d'écart et qu'elle est, elle encore, une toute jeune femme à la cour. Ce qui veut dire qu'Henri, elle l'a connu dans les langes, elle l'a littéralement pouponné, elle lui faisait prendre son bain quand il n'était qu'un nourrisson. Diane a alors environ 38 ans et Henri 18 lorsqu'ils succombent tous les deux à la passion. Vous voyez donc que le petit prince Henri d'Orléans à l'époque a une fascination pour Diane qui au départ est une fascination maternelle, c'est de l'amour filial. Devant cette relation indéfectible entre le roi et sa favorite, la jeune Catherine de Médicis est dévorée par la jalousie. Elle était amoureuse d'Henri. Elle savait si elle fait quelque chose contre Diane, ça va fâcher Henri. Et elle avait peur de ça. Oui, Henri II a eu des maîtresses. Non, il n'a pas été d'une fidélité parfaite envers Diane de Poitiers. Mais encore une fois, attention, il n'a pas été physiquement fidèle à Diane. Mais pour ce qui est de l'amour qu'il lui portait, alors là, je suis certain qu'il lui aura été fidèle jusqu'à la fin. Et je suis certain aussi que ça lui suffisait à elle. Henri II aura au moins 2 enfants illégitimes de ces liaisons de passage, notamment une fameuse Diane de France, qu'il fait baptiser ainsi en l'honneur de sa favorite. Pour Henri, c'était une preuve d'amour qu'il a donnée à Diane de Poitiers. Je pense qu'on peut dire que cette Diane de France aura été l'enfant qu'ils n'ont pas eu, mais que le roi a quand même donné à la favorite. Henri n'aura connu dans toute sa vie qu'une seule passion, une grande passion, et ce sera Diane de Poitiers jusqu'à sa mort, jusqu'en 1559. Car c'est bien la mort qui a séparé les 2 amants. À 40 ans, lors d'un tournoi, Henri est mortellement blessé par une lance qu'il reçoit dans l'œil. On a essayé de sauver le roi. On a fait venir le merveilleux chirurgien qui était Ambroise Paré, qui est allé se faire la main sur quelques condamnés à mort dans les prisons. Il leur a enfoncé des morceaux de bois dans les yeux pour voir comment faire, l'effet que ça faisait, comment le retirer. Bon, rien n'y a fait. Au bout de 4 ou 5 jours d'agonie, le roi meurt. Pour Diane, c'est la fin vraiment de tout, puisque du jour au lendemain, elle qui était tout, elle qui était plus que reine, elle va se retrouver rien. L'ancienne favorite doit quitter la cour. Elle s'exile à Annette, dans son château. La pauvre Diane, elle était très riche. Elle a profité de l'argent qu'elle avait soigneusement amassé. Elle a profité de ses filles qu'elle avait bien mariées pour avoir une retraite dorée. Diane a tout appris de la gestion des affaires auprès de son mari, le grand sénéchal de Normandie. À sa mort, elle devient responsable du patrimoine familial. Et derrière son visage de veuve éplorée se cache une femme d'affaires redoutable.
En tant que veuve, elle gère elle-même ses domaines, ses affaires, mais aussi les domaines et les affaires d'une partie de sa famille, notamment les affaires de son père, Jean de Saint-Vallier. Diane était une très bonne maîtresse de maison. Elle était une très bonne businesswoman. Et surtout, quand on observe sa comptabilité, elle tient une gestion absolument pointilleuse, une gestion de femme d'affaires. Diane a également géré d'une main de fer les destinées de la France. Restée dans l'histoire comme une femme politique hors pair, elle a gouverné le royaume à l'égal d'une souveraine pendant tout le règne d'Henri II. Quand elle est née, une voyante avait dit qu'elle serait un jour plus que reine. Eh bien, la prédiction va s'accomplir de façon éblouissante. On n'a jamais vu dans toute l'histoire de France une femme se hisser à ce rang, à ce niveau, à ce stade de puissance tous azimuts. Celle qu'on surnomme la plus que reine intervient dans toutes les affaires du royaume grâce à son pouvoir d'influence sur Henri II. C'est une sorte de femme d'État qui n'en a pas le nom. C'est une conseillère officieuse puisque les dames, et Diane à l'époque d'Henri, ne peuvent pas entrer au conseil du roi. Mais elle joue un rôle de conseillère et on sait qu'Henri va la voir tous les jours ou presque. Il passe 1 heure ou 2 tous les après-midi à discuter avec elle. Ils sont ensemble, ils gouvernent ensemble, ils se déplacent ensemble, ils reçoivent dans les châteaux où ils vont ensemble, ils reçoivent ce qu'on pourrait appeler des ministres. Elle est en relation avec toutes les cours souveraines. Et même avec le pape, elle a une correspondance assidue avec le pape qui lui écrit comme s'il écrivait à la reine de France ou au Premier ministre quasiment. Quand on gratte un peu le vernis de la belle Diane de Poitiers, on se rend compte qu'il y a en dessous un personnage qui est un monstre de cynisme. Il y a un appât du gain terrible, une soif de pouvoir quasiment inextinguible. Et ce qui est terrible, c'est que ça va l'amener à pousser la politique du royaume dans certaines mauvaises ornières. Je pense notamment à l'attitude de la couronne vis-à-vis des hérétiques, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire vis-à-vis des protestants. Pour Diane, défendre le catholicisme, c'est défendre ses convictions profondes et c'est défendre ce que la France a toujours été. D'un point de vue géopolitique, si la France bascule dans le protestantisme, ça veut dire que c'est l'ensemble de l'Europe qui va passer. Et Diane va monter une lutte à mort contre les hérétiques parce qu'elle sait très bien que dans de nombreux cas, elle va pouvoir faire confisquer les biens des personnes condamnées et les récupérer à son propre profit. Dans sa lutte contre la dissidence protestante, Diane va affronter l'une de ses pires rivales, la duchesse d'Étampes, la maîtresse de François Ier, qui est favorable aux idées de la réforme. Un duel au sommet entre favorites. Leur duel va se solder après le sacre de Henri II. Diane de Poitiers fait chasser la duchesse d'Étampes de la cour et en profite pour récupérer tous ses biens. Elle se venge de la duchesse d'Étampes de façon absolument abominable. Bon, elle se réjouit qu'on l'exile, qu'on la renvoie chez elle. Elle l'oblige même à revivre avec son vieux mari. Diane de Poitiers se retrouve en tête-à-tête avec Catherine de Médicis, l'épouse légitime du roi. Malgré leur rivalité, la cohabitation se déroule sans accroc, car les deux femmes sont liées par de nombreux intérêts communs, à commencer par leur lien de parenté. Les légendes ont la vie dure et on veut absolument, depuis des siècles maintenant, faire de Diane de Poitiers l'ennemi absolu de Catherine de Médicis. Il faudrait peut-être pas oublier que c'est elle qui l'a fait venir en France. C'est Diane et son mari, Louis de Brézé, qui ont manigancé le mariage du jeune prince Henri avec celle qui est une cousine de Diane de Poitiers.